Bonjour, merci et bienvenue. Heureux de vous retrouver sur ce nouveau numéro de votre émission dédiée aux personnalités et cadres. Aujourd'hui, nous recevrons Monsieur le premier magistrat de la commune de Jacquesville, Monsieur Begré Joachim. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue. Monsieur le maire, comment débute votre carrière politique? Je voudrais commencer par remercier la radio Alpha Blondy, que j'écoute souvent. Il y a une émission qui est animée par le propriétaire lui-même et j'ai écouté son émission sur Wangré et ça m'a beaucoup plu et depuis lors, j'écoute régulièrement cette radio. Donc c'est un honneur pour moi de recevoir une équipe qui vient de Radio Alpha Blondy. Ma carrière politique, je dirais, s'est imposée à moi par mes fonctions antérieures de journaliste. Je vous rappelle que je suis journaliste moi-même. J'ai travaillé dans plusieurs organes de presse et pendant une dizaine d'années, j'ai été chef de service politique. Et donc, ma proximité avec les hommes politiques et le milieu politique ont fini par déteindre sur moi. Et en fin de compte, lorsque j'ai fini ma carrière dans l'administration à un certain niveau, j'ai décidé de m'y engager. Et depuis 2013, je me considère comme étant un homme politique. Quels sont les moments difficiles que vous avez passés en politique? Vous savez, je ne suis pas à la retraite, hein. Je suis encore dans mes fonctions politiques. Et donc, on ne pourra juger que lorsque j'écrirai mes mémoires à un certain âge. Mais pour le moment, je suis en pleine fonction. Et c'est mon premier parti politique parce que je suis entré dans la carrière politique avec la casquette d'indépendant, parce que j'aime bien avoir la liberté de penser et de dire les choses. Mais depuis novembre 2018, j'ai adhéré pour la première fois à un parti politique qui est le RHDP. Et donc je suis cadre du RHDP, je suis membre du conseil politique. Je suis délégué départemental de Jacquesville et donc je suis en plein dans mes fonctions politiques. En termes de difficultés, vous savez, ma proximité avec l'environnement politique depuis longtemps m'a forgé un caractère et je ne suis pas ému par certaines attitudes et je ne suis pas non plus surpris par d'autres. On sait qu'en politique, une vérité n'est jamais établie définitivement comme à l'église. Et donc, tout bouge dans le milieu. Donc, il faut être prêt psychologiquement à subir un certain nombre d'événements et il faut garder son calme et il faut garder sa foi en Dieu parce qu'on rentre dans cet environnement-là, pas pour se servir, mais pour servir les hommes. Et donc, je pense que je vais vivre encore des moments de joie et des moments de difficulté. Je m'y suis préparé, j'ai préparé ma famille à cette carrière et donc j'y suis. Ok, monsieur le maire, toujours en politique. Monsieur le maire, avez-vous pensé un jour être à la tête de la municipalité de Jacquesville? Oh, je ne m'étais pas préparé à cette éventualité. J'ai commencé ma carrière dans la haute administration en tant que chef de cabinet au ministère de la Justice en 2003. Et en 2005, en décembre 2005, je suis passé directeur de cabinet au ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Et mes fonctions de directeur de cabinet ont pris fin en mars 2010. Et j'ai voulu prendre un temps de recul parce que l'administration à un certain niveau, c'est prenant. J'avais besoin de me reposer, j'avais besoin de me ressourcer, j'avais besoin d'envisager autre chose.
Et puis, bon, mais j'ai pris la décision en 2013 de briguer la mairie de Jacquesville parce que je me suis dit que, vu l'expérience que j'ai accumulée depuis ma carrière de journaliste, en passant par l'administration, je pouvais me mettre au service des populations de Jacquesville. Et je me suis présenté et au premier coup, j'ai été élu maire de Jacquesville depuis le 21 avril 2013. J'ai été réélu maire en 2018 et je me dis que mon travail convient aux populations et je continue. Donc voilà un peu comment je suis rentré, je dirais par concours de circonstances et puis par volonté de servir ma région, ma commune. Ça, c'est à féliciter, monsieur le maire. Merci beaucoup. Comment vous êtes arrivé à conquérir la confiance des habitants de Jacquesville? Vous savez, il faut être simple et il faut être soi-même. Moi, j'ai grandi à Jacquesville, j'ai grandi dans mon village. J'ai fait l'école primaire sur place. J'ai continué ma carrière scolaire à Dabou, à Divo, puis à Abidjan. Mais je suis resté attaché à mon village et à mon département. Je suis resté attaché à Jacquesville. Et donc, quand quelqu'un qui a grandi parmi un peuple revient vers ce peuple de la manière la plus simple possible, je pense que cette personne est acceptée et cette personne, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants s'identifient à cette personne. Et je participe à quasiment toutes les activités, les moments de joie, les moments de peine, la vie des populations. Et je pense que c'est cette proximité avec les populations qui font que je suis accepté par elles. Ok. Quelle est pour vous la meilleure manière de faire la politique? La meilleure manière de faire la politique, c'est de la faire avec son cœur et la faire avec la crainte de Dieu, la faire en se disant que nous sommes en mission pour des gens qui nous ont élus, qui nous ont fait confiance et qui ont droit à des informations et qui ont droit à la vérité, et que ça soit bon à entendre ou pas, il faut accepter de dire. Et moi, chaque année, depuis que je suis maire, chaque année, j'ai réuni les populations, chaque nouvel an, je leur fais un bilan. Je ne suis pas obligé de le faire, mais c'est une décision que j'ai prise et c'est apprécié. Et donc, je continue dans ce sens-là. Et donc, marquer la proximité à tout moment et dire ce qui est. Même si l'information paraît la plus petite possible, il faut partager cette information avec la population. Ok, monsieur le maire. Avez-vous des amis opposants avec qui vous partagez des tables sans menace ni réserve? Est-il possible en politique? Vous savez, moi, opposant, c'est des choses que je prends avec beaucoup de mesures. Opposant par rapport à quoi? Vous savez, il y a plusieurs partis politiques en Côte d'Ivoire. Et il y a certainement quelques-unes de ces forces politiques qui émergent. Mais avant de rentrer en politique, nous avons eu des vies. Nous avons fait l'école avec des gens, nous avons travaillé avec des gens, nous avons mené nos différentes vies avec des gens. Donc, quel que soit leur bord politique, cela ne peut pas empêcher que nous mangions ensemble, que nous partageons des idées. On peut ne pas être d'accord. Bon, j'ai des amis dans tous les camps politiques de Côte d'Ivoire. Et je ne m'en cache pas du tout. Et quand c'est nécessaire que ces personnes et moi, on se voit. Je ne me cache pas, je ne me masque pas. Mais quand il s'agit d'affirmer mes convictions politiques, je les affirme. Voilà. Quel commentaire faites-vous
de la gestion politique de la Côte d'Ivoire par le président Alassane Ouattara? Bon, moi, je suis un grand admirateur du président Ouattara, ça, je vous le dis. Avant même qu'il ne soit président de la République de Côte d'Ivoire, j'avais des relations plus ou moins personnelles avec lui. J'ai eu le prix Ebony du meilleur journaliste en juin 1996. Le président Ouattara était au FMI, DGA du FMI, et petit journaliste que j'étais à l'époque, il s'est donné la peine de me passer un coup de fil pour me féliciter. J'ai été marqué. Et depuis lors, toutes les fois qu'il est venu en Côte d'Ivoire, il a demandé à me voir, à me recevoir. J'ai apprécié cette marque je dirais, de considération. Parce que généralement, quand quelqu'un est de ce niveau de responsabilité au niveau mondial, mais il peut donner l'impression d'écraser tout le monde. Mais, humblement, M. Ouattara, à l'époque, m'a reçu et il demandait mon avis sur certaines choses en Côte d'Ivoire. Oui, je le ferai. Qu'est-ce que tu penses de telle situation? Qu'est-ce que tu penses de telle autre? Et ma petite contribution de journaliste, j'apportais. Je me suis senti considéré par ce monsieur. Et en 98, j'ai eu l'occasion de passer 15 jours chez lui à la maison, en France, à Mougins. Et nous avons partagé des moments d'intimité parce qu'il m'a fait rentrer dans sa famille pour que je découvre l'autre visage de la personnalité. Et j'ai été marqué, j'ai été séduit. Et lorsqu'il s'est engagé en politique, je me suis dit que celui-là, il méritait d'être soutenu et accompagné. Et donc, en tant que journaliste, j'ai pris quelquefois des positions qui le favorisaient. Et lorsqu'il est arrivé au pouvoir, naturellement, j'ai décidé d'apporter mon soutien. Et puis, finalement, j'ai adhéré à la large formation politique qu'il a mise en place, notamment le RHDP, pour que je puisse apporter aussi ma contribution dans l'œuvre immense qu'il essaie de réaliser pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Okay. S'il y avait quelque chose à reprocher au président de la République, selon vous, ce serait quoi? Ou pour vous, tout est parfait? Non, le président de la République est un homme. C'est un homme et nul n'est infaillible. Il a ses options, il a ses visions. Je sais que le président met l'accent sur les infrastructures. Il veut laisser un héritage à ce pays. Vous savez, tout ce que nous avons aujourd'hui, toutes les grosses infrastructures que nous avons aujourd'hui, datent du temps du président Félix Houphouët-Boigny. Les ponts et certains châteaux d'eau, certaines routes et autres. Et lui, le président Ouattara est résolument convaincu qu'il faut doter le pays d'infrastructures qui permettent d'amorcer le développement. Bon, ça c'est une option que je partage. Mais en même temps, ce que nous lui demandons en tant que ses conseillers, puisque moi je suis membre du conseil politique du RHDP, c'est d'écouter. Lorsque le peuple crie vers lui, quand on parle de cherté de la vie, quand on parle de certaines choses, je pense qu'il devrait marquer un temps d'arrêt, chercher à comprendre, et si ces cris sont fondés, essayer de se pencher un peu plus sur le volet social. Parce que je suis d'accord qu'on construise, on dote le pays d'infrastructures, mais je suis tout aussi d'accord que quand des gens ont faim, qu'ils crient, il ne faut pas les accuser d'opposants ou de déstabilisateurs. Il faut marquer un arrêt, analyser, et si le fond est juste, essayer de donner satisfaction. Et je crois que c'est ce qu'il essaie de faire en envoyant le Premier ministre sur les marchés, en cherchant à comprendre véritablement pour que les meilleures décisions soient prises. Okay. Monsieur le maire, vous êtes redevable à lui en politique s'il s'agirait d'en mentionner? Moi, je dirais que mon parrain politique, c'est le président Alassane Ouattara. J'ai pas d'autres. Aujourd'hui, je suis président du conseil d'administration de Petrosi. Je n'ai pas d'autres interlocuteurs
que le président. C'est vrai, je suis dans une formation politique qui a sa hiérarchie. Je respecte la hiérarchie politique, mais celui qui m'a motivé à rentrer en politique, mon idéal, mon modèle en politique, c'est le président Ouattara. Je vous dis que je l'ai rencontré avant qu'il soit président de la République. Et j'ai su quel type de personne c'est. Quand il prend certaines décisions aujourd'hui, je comprends bien le fond de ces décisions. Vous savez, je vais vous raconter cette anecdote. En 1998, avec mon aîné Diego Bailly, paix à son âme, nous avons rencontré le président Ouattara. C'était au moment où le président Bédié avait fait sortir un livre qui s'appelait Les chemins de ma vie. Et dans ce livre, le président Ouattara avait été traité d'étranger, de quelqu'un qui n'aime pas le pays, quelqu'un qui veut brûler la Côte d'Ivoire. Et en tant que journaliste, nous avons décidé d'aller lui donner la parole pour qu'il dise sa version des faits. Nous l'avons écouté et nous avons enregistré. Et c'était tellement long et dense que nous avons décidé d'en faire un livre. Alors, nous lui avons demandé quel titre il donnait à ce livre-là. Tenez-vous bien, le titre que le président Ouattara a donné, c'est « Vivons ensemble ». Je vous parle de 1998. Le titre de ce livre qui malheureusement, le manuscrit a été brûlé lorsque sa maison a été attaquée en 2000 ou 2002 à Blocos. C'est tout ça qui est parti en fumée. Le titre de ce livre, c'est « Vivons ensemble ». Et lorsque il a été question plus tard d'écrire le programme de gouvernement et le projet de société du RDR, Rassemblement des Républicains, lorsque ça a été écrit, et son slogan de campagne, ça a été « Vivre ensemble ». Mais déjà, moi, j'étais dans cette intimité parce que des années plus tôt, lorsque nous l'avons interrogé, que nous lui avons demandé le titre qu'il voulait pour le livre, il a dit « Vivons ensemble ». Et j'ai encore le manuscrit écrit de sa main jusqu'à le titre écrit de sa main jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand je vois ce monsieur en train de dérouler ses projets pour la Côte d'Ivoire, je comprends bien d'où il vient et où il est en train d'aller. Et donc, je suis admiratif de Alassane Ouattara, pas pour la personne, mais pour la personnalité qui a des projets pour la Côte d'Ivoire. Et ça me permet de dire que, pour moi, peu importe les critiques qu'on formule contre vous, lorsque vous êtes en train de bâtir, il faut avancer. Si vous êtes convaincu d'être dans le bien, il faut avancer. Et il avance malgré les critiques. C'est lorsqu'il disparaîtra que, comme Houphouët-Boigny, les Ivoiriens reconnaîtront ce qu'il a fait de beau et de grand. Donc, moi, j'encourage le président, à travers votre radio, je l'encourage à persévérer parce que je sais qu'il est sur le bon chemin. Parlons maintenant d'économie et de développement. Okay. Monsieur le maire, comment vous jugez le visage du pays avec l'actuel président, son Excellence Alassane Ouattara? Mais voilà, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Moi, je trouve que depuis Houphouët-Boigny, c'est maintenant, ou du moins c'est depuis Alassane Ouattara, qu'on retrouve un autre bâtisseur après Houphouët-Boigny. Après Houphouët-Boigny, le président Bédié a hérité du pays de décembre 1993 jusqu'au coup d'État de 1999. Je ne juge pas le président Bédié. J'estime qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Il a été déstabilisé par un coup d'État, de sorte que, certainement, je pense, qu'il n'a pas pu dérouler jusqu'au bout. Après lui, il y a eu le régime militaire. Un régime militaire dirigé par le président Gueye, c'était un régime de transition. Ensuite est venu le président Gbagbo en octobre 2000, et le président Gbagbo est parti dans les circonstances qu'on connaît. Donc, de toutes ces circonstances, celui qui a eu l'occasion
de travailler, c'est le président Ouattara. Et donc, en disant que depuis Houphouët-Boigny, c'est lui qui est le véritable deuxième bâtisseur de ce pays, ce n'est pas insulter, ce n'est pas critiquer, ce n'est pas jeter la pierre à quelqu'un. C'est des faits. C'est sous lui que le pont Henri Konan-Bédié a été construit. Je suis maire de Jacquesville. C'est sous lui que le pont de Jacquesville a été bâti. Je sais les difficultés que les parents rencontraient, nous, tout le monde d'ailleurs, pour entrer et sortir. C'est sous lui qu'à Tékoubé, à Yopougon, on est en train de voir des ponts sortir. À la Riviera, au plateau Cocody, c'est sous lui. Ce sont des faits. Chez nous, en journalisme, on dit que les faits sont têtus. Les commentaires sont libres. On peut faire les commentaires qu'on veut. Mais les faits, c'est qu'il est en train de doter le pays d'infrastructures de nouvelle génération qui permettront à la Côte d'Ivoire de se développer avec Oussa Alassane Ouattara. Monsieur le maire, vous partagez le même avis que ceux qui pensent que la Côte d'Ivoire est immensément développée avec de nouvelles infrastructures et vous emboîtez le pas? Vous savez, pour parler de la Côte d'Ivoire immensément développée, il faut comparer. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on est tellement à l'aise que nos critiques sont faciles. On critique trop facilement en Côte d'Ivoire. Sortons, promenons-nous. Il faut penser que si le Mali avait atteint ce niveau de développement, il y aurait un coup d'État. Si la Guinée avait atteint ce niveau de développement, il y aurait un coup d'État. Si le Burkina avait atteint ce niveau de développement, il y aurait un coup d'État. Non. Je pense que le président Ouattara, en termes d'infrastructure et de développement, a mis le pays à un niveau où on devrait se battre pour préserver. C'est pour cela qu'on peut faire nos palabres. J'ai bien aimé, après la Coupe d'Afrique des Nations, et je ne connais pas les artistes Zouglou, mais c'est un artiste Zouglou qui a chanté en disant les Ivoiriens font leurs palabres, mais les Ivoiriens s'aiment. Il faut que les Ivoiriens ils s'aiment. Il faut que les Ivoiriens sachent apprécier ce que le président Ouattara est en train de leur laisser chaque jour comme héritage. Et il faut qu'on fasse en sorte que ça soit préservé. On peut faire nos palabres dans la bouche, mais n'utilisons pas nos mains pour gâter ce qui est en train de se faire. Après le président Ouattara, il y aura d'autres présidents. Voilà. Toujours dans la même lancée, comment appréciez-vous que la Côte d'Ivoire soit parmi les top 10 des puissances économiques d'Afrique? Mais ça a été pensé pour que la Côte d'Ivoire soit à ce niveau-là. Il y a quelqu'un qui s'appelle Alassane Ouattara, qui a été Premier ministre de Côte d'Ivoire sous Houphouët-Boigny, qui a été directeur général adjoint du FMI, ce n'est pas rien, qui a été gouverneur de la BCEAO, qui connaît l'environnement et qui savait ce qu'il faut pour mettre la Côte d'Ivoire à ce niveau. Toujours, pour vous faire une confidence, en 1998, lorsque le président Ouattara me mettait dans son intimité de partager des moments chez lui à la maison à Mougins, il a dit, jeune frère, en tant que directeur général adjoint du FMI, je contribue à relever les économies de plusieurs pays. Et à cette époque, il contribuait à relever les économies de 77 pays dans le monde, y compris la Russie. Y compris la Russie. Et donc, quand quelqu'un comme ça a la petite Côte d'Ivoire en main, il sait ce qu'il est en train de faire et il sait où il est en train de nous mener. Et je pense que les Ivoiriens qui n'ont pas l'occasion de sortir, de se promener dans le monde pour visiter, voir ce qu'ils se font, peuvent parler, mais le monsieur, il est droit dans ses bottes et ce sont des chiffres qui parlent. Le top 10 dont vous parlez, ce n'est pas lui Alassane qui dit que j'ai mis le pays au top 10, non. Ce sont les indicateurs au niveau de l'économie du monde qui disent ça. Lui, il fait, et puis ceux, les techniciens, les technocrates qui sont à mesure de juger et classer, classent. Je pense que du top 10, on va avancer. Si le pays a l'occasion de rester
dans la paix. Avec la paix, on va obtenir plus que le top 10. On sera peut-être parmi les 5 ou les 2 ou 3 premiers pays au monde en Afrique, parce que c'est vrai, il y a l'Afrique du Sud, il y a les pays maghrébins qui ont pris de l'avance, il y a le Nigeria qui est immensement riche en pétrole, mais la Côte d'Ivoire fait son petit bonhomme de chemin. Nous pouvons égaler ces pays si nous restons dans la paix. C'est-à-dire notre matière première à préserver, ce n'est ni le café, ni le cacao, mais c'est la paix. Si nous cultivons la paix, nous allons dépasser à pas de géant tous ces pays qui se disent géants d'Afrique. Monsieur le maire, comment apaisez-vous l'économie et le développement de votre localité des années à venir? Ah, on vient en faire à Jacquesville. Parce que je suis maire de Jacquesville, jusque-là j'étais au niveau national. Vous savez, j'ai parlé du président Ouattara longuement. Et moi, je suis au petit niveau de Jacquesville. J'essaie de faire au niveau microscopique ce que le président fait au niveau macroscopique à la tête du pays. Jacquesville n'est pas une commune riche. Jacquesville est riche de son environnement. Jacquesville est une cité balnéaire, mais Jacquesville a été pendant longtemps enclavée. Et depuis 2015, 21 mars 2015, nous avons eu la chance d'avoir le pont par le président Ouattara. Et depuis lors, les choses commencent à décoller. Mon rôle, c'est de tracer les sillons pour que, après moi, ceux qui viendront puissent l'élargir, enrichir. C'est pour cela que cette année 2022, j'ai décidé de réunir une équipe de techniciens conduits par le BNET pour que nous puissions penser Jacquesville d'ici 2030, 2040, voire 2050, pour que le développement de Jacquesville soit fait de manière harmonieuse, pour que Jacquesville ne devienne pas une ville poubelle, une ville anarchique où tout est désordonné. L'enclavement nous a permis de rester vierge entre guillemets. Maintenant que nous amorçons le développement, il faut que ça soit un développement harmonieux. Donc c'est cet héritage-là que je veux à mon niveau laisser. Donc un plan stratégique de développement de Jacquesville. Lorsque ce plan sera fait, je vous inviterai à participer à la réunion où on rend public comment Jacquesville sera dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Évoluons, monsieur le maire. Votre bilan en note la construction des établissements, le reprofilage Louac, Jacquesville, Togouzou, qui a valu 567 millions, j'en passe. Cependant, pourquoi tant de critiques sur votre gestion au sein même de votre parti? Bon, en tout cas, je voudrais vous dire merci. Vous savez, c'est la vie des hommes. Vous ne pouvez pas travailler sans recevoir des critiques. Et nos sages, les vieux d'Afrique, disent que sur un arbre, c'est les plus beaux fruits mûrs qui sont lapidés. Si vous mettez cette sagesse africaine dans votre tête en travaillant pour les hommes, je pense que vous allez aller loin. Sur un arbre, pour ne pas dire sur un manguier, c'est les beaux fruits mûrs qui sont lapidés. Un fruit vert n'intéresse personne. C'est ceux qui travaillent, qui essaient de faire avancer, qui sont critiqués. Au niveau national, nous avons tout à l'heure parlé du président Ouattara. Malgré tout ce qu'il fait, il subit les pires critiques du monde. Ce n'est pas moi, à mon niveau, à mon petit niveau, Jacquesville, qui ne serait pas critiqué. Mais je dois me concentrer sur ce que j'ai à faire. Aujourd'hui, je crée le cadre pour que les hôtels s'installent, les restaurants s'installent, les plages soient mises en valeur, les lieux d'habitation, les opérations immobilières arrivent. C'est mon rôle de créer ce cadre-là.
J'écoute les gens dire le maire ne fait rien, le maire ne fait rien. J'écoute, mais j'avance. J'ai été élu et réélu. Moi, j'écoute les populations. Le jour où je ne serai plus élu, pour ne pas dire je ne serai pas réélu, je vais considérer que les populations ont mis fin à ma collaboration avec elles. Pour le moment, j'écoute la voix des plus nombreux et j'avance. Monsieur le maire, ici on touchait au sujet de l'entrepreneuriat. Aussi. Dites-nous, dans votre localité, comment se comportent les jeunes? Beaucoup entreprennent ou aspirent tous à l'administration, au concours malgré les places limitées? Bon, l'entrepreneuriat, moi-même je suis auto-entrepreneur parce que depuis que j'ai fini ma carrière de journaliste et d'administration, je me suis mis à mon compte quand j'ai créé des entreprises que je dirige moi-même. Et donc, j'encourage les jeunes à s'auto-entreprendre, à auto-entreprendre, à prendre des initiatives. Ce n'est pas facile au départ, mais quand on persévère, on finit toujours par avoir gain de cause. Et surtout, ça vous donne une indépendance, une liberté. Être son propre patron, il n'y a rien de tel que travailler pour quelqu'un. On travaille pour des gens pour acquérir de l'expérience. Et quand on en a suffisamment eu, on essaie de se mettre à son compte et puis embaucher aussi d'autres personnes. C'est ça la chaîne. Ce n'est pas en voulant se faire recruter. Ceux qui ne se sentent pas l'âme d'entreprendre peuvent aller dans la fonction publique par des voies de concours. Mais moi, j'encourage les jeunes à auto-entreprendre. Aujourd'hui, au niveau du pays, il y a suffisamment de fonds alloués pour cela. D'abord, il faut connaître. Et le rôle de nous, les élus, c'est de montrer aux jeunes où se trouve l'argent et comment ils peuvent faire pour avoir cet argent pour monter leur propre business. Monsieur le maire, qu'est-ce que vous faites concrètement dans le domaine de l'entrepreneuriat pour les jeunes? La semaine dernière, j'ai reçu le président de la jeunesse communale. Je lui ai dit qu'au niveau du fonds de la jeunesse au niveau national, géré par le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, pour Jacquesville, pour le département de Jacquesville, nous avons une quarantaine de millions de disponibles. Les jeunes, organisez-vous. Voici les critères. Voici le type d'entrepreneuriat que vous pouvez mettre en place. Et puis, venez pour que on vous aide à bénéficier de ces fonds pour aller faire votre business. Vous savez, le maire ne peut qu'orienter. Le maire ne va pas se mettre à la place pour créer des entreprises pour donner aux gens. Ça peut se faire, mais c'est mieux que les jeunes eux-mêmes, les idées viennent de leur tête parce que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour y viennent aisément. Donc ce que vous-même vous avez créé, vous savez pourquoi vous avez créé, vous savez ce que vous sentez, vous pouvez mieux réussir dedans. Si c'est quelqu'un qui vous met quelque part, vous pouvez à un moment donné travailler, après ça va vous décourager parce que ce n'est pas ce que vous voulez. Donc il ne faut pas obligatoirement mettre des jeunes dans des environnements qu'ils n'aiment pas. Il faut leur donner la parole pour qu'eux-mêmes, ils disent ce qu'ils veulent pour qu'on mette les fonds à leur disposition pour le faire. Monsieur le maire, vous êtes une personne généreuse selon nos sources. Il vous arrive d'aider personnellement des jeunes? Bon, écoutez, la générosité est une grâce de Dieu. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent et puis Dieu ne vous accorde pas cette grâce d'être généreux. Moi, je considère que j'ai bénéficié de la générosité de beaucoup d'années et aujourd'hui, Dieu me fait la grâce d'être à ce niveau où je suis. Et donc, je me souviens de ce que j'étais pour que je sois là aujourd'hui. Et quand je vois un jeune dans pareille situation, j'essaie de l'aider, l'encourager pour qu'il monte. Et donc, aider les jeunes, pour moi, c'est
c'est un devoir. Voilà. Pour vous, quel est le véritable secret de l'entrepreneuriat? C'est le courage. Le courage. Il faut être courageux et il faut être patient. Courageux, t'y engagé. Patient, parce qu'il va y avoir beaucoup de cueil. Il ne faut pas se décourager dès que les premières difficultés apparaissent. Il faut persévérer. S'il y avait un conseil à laisser à cette jeunesse dans le domaine de l'entrepreneuriat? C'est la même chose. Persévérer, patient, courage, prier pour les croyants. Voilà. Monsieur le maire, une autre thématique, à savoir la réconciliation. Selon vous, sommes-nous réconciliés après la naissance d'un ministère de réconciliation? Vous savez, la réconciliation, c'est un bien grand mot. C'est un bien grand mot. Ce n'est pas parce qu'on crée un ministère qu'on se réconcilie. Si des gens ne veulent pas être réconciliés, ils ne seront pas réconciliés. Nous avons tous des familles, nous avons des couples, nous avons... Avant de parler de la réconciliation en Côte d'Ivoire, nous-mêmes, dans nos familles, au sein de notre environnement, avec nos voisins, comment on se comporte? Comment on veut que les gens viennent nous réconcilier si au plus petit niveau, nous n'arrivons même pas nous-mêmes à nous surpasser, à taire nos orgueils pour dépasser les choses? Moi, je pense que la réconciliation ne va pas se proclamer. Voilà, un peu comme on va à l'église et puis bon, on proclame l'évangile et puis non. La réconciliation, ça va être une œuvre de longue haleine. Mais il faut que chacun mette la bonne foi. Il faut qu'on soit de bonne foi. Voilà, on peut beau faire les choses, on peut beau libérer des prisonniers, on peut beau faire entrer les exilés, on peut beau débloquer ou dégeler des comptes, mais si on n'aime pas la personne qui est là, on va dire qu'on n'est pas réconcilié. Voilà. Et donc, c'est petit à petit, progressivement, que les choses vont se mettre en place. Et vous êtes d'accord avec moi que nous ne sommes plus dans la situation de la crise post-électorale de 2010. 2010, 2011, 2012, aujourd'hui nous sommes en 2022. Si vous-même vous prenez vos yeux pour parcourir le chemin, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne pouvaient pas se faire en 2010 qui se font aujourd'hui. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut inscrire la réconciliation. D'accord. Voilà. Vous, en tant que maire, quel conseil donnerez-vous à ces pessimistes qui pensent que la réconciliation totale est impossible? Non, mais la réconciliation totale, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Il ne faut pas demander, à partir du moment où nous sommes dans un système, nous ne sommes pas en parti unique, nous sommes en plein multipartisme, nous sommes en pleine démocratie. Chacun a son opinion. Donc, si toutes les fois que quelqu'un exprime une opinion contraire, on dit qu'on n'est pas réconcilié, ben, c'est qu'on confond réconciliation et expression de certaines libertés. Donc, il faut faire la part des choses. La réconciliation est une chose. On se réconcilie parce qu'il y a eu des palabres. Il y a eu une crise post-électorale. Avant la crise post-électorale, il y a eu un coup d'État en 1999. Il y a eu des événements en 2002. Donc, c'est à la suite de tout ça qu'on parle de réconciliation. Voilà. Et c'est progressif. Des actes sont posés et on avance, on avance, on avance. Je ne veux pas revenir sur ce que j'ai déjà dit, je ne veux pas refaire l'interview, mais réconciliation totale, c'est des choses qui, pour moi, n'ont pas de sens. Voilà. Avez-vous imaginé que le président Gbagbo et le président Alassane Ouattara se retrouveraient un jour? Moi, je ne mets pas ça sur le compte humain. Je suis croyant et je mets ça sur le compte divin. Est-ce que vous avez imaginé que lors de la crise post-électorale, le président Gbagbo ou même le président Ouattara serait en vie? Certains ont perdu la vie. N'oublions pas qu'officiellement on parle de 3000 morts, mais il y a eu beaucoup plus que ça. Dieu a permis que chacun des deux soit vivant. Dieu a permis que le président Gbagbo revienne de 10 années de prison au tribunal
pénal international. Mais nous devons mettre tout ça sur le compte de la grâce de Dieu. Dieu a permis que de tous les présidents de la Côte d'Ivoire, le président Houphouët est mort vraiment dans la paix. Le président Bédié a été renversé, mais sa vie est restée sauve. Malheureusement, lors de la crise, le général Guèye, qui a dirigé la transition, a perdu la vie. Nous regrettons. Quel que soit ce qui a pu se passer, l'opposant Alassane Ouattara a eu la vie sauve. C'est pour cela que je me réjouis que la crise post-électorale n'ait pas enlevé la vie du président Gbagbo. Il est allé, il est revenu. Dieu nous donne une leçon à nous, mais à lui aussi, Dieu lui donne une leçon. Est-ce qu'il a fait bien? Bien fait tout ce qu'il avait à faire? Ça, c'est à chacun de réfléchir. Mais pour la Côte d'Ivoire, nous nous réjouissons que, même fragile, la paix existe et c'est cette paix qu'on doit préserver. S'il y avait une solution à suggérer pour une paix définitive, quelle serait la vôtre? Je ne parlerai pas de paix définitive, je parlerai de paix durable. Paix, je dis bien paix durable. Parce que la paix est une denrée périssable. Si on ne gère pas bien, ça se gâte. Il faut recycler, il faut renouveler. Et ça, c'est un travail au quotidien. La paix n'est pas quelque chose qu'on met dans le frigo et après on va sortir. Non. Ça se gère tous les jours dans nos comportements, dans nos façons de parler, dans nos façons de faire. Est-ce qu'on blesse? Est-ce qu'on heurte? Est-ce qu'on égratigne? C'est tout ça, la consolidation de la paix. Et quand on se met dans cette logique de faire ça tous les jours, on parle de paix durable. C'est pour ça que le président Houphouët, qui, sage, a compris très tôt, il a dit que la paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Il a allé plus loin pour dire que la paix, ça doit être la seconde religion de la Côte d'Ivoire. Parce que quand on est en paix, chacun peut vaquer à ses occupations. Tout le monde a besoin de paix. Qu'on ait faim ou qu'on soit rassasié, mais au moins on va être en paix. Voilà. Parlons de tourisme. Jacquesville, ville touristique, on y trouve du tourisme balnéaire avec 75 km de côte, du tourisme sportif, lagunaire avec des bâtisses coloniales, un patrimoine traditionnel de danse. Comment on pourrait résumer ces richesses touristiques, monsieur le maire? Moi, je voudrais vous inviter, Radio Alpha Blondy, maintenant que vous êtes digitalisé, numérisé et imagé, tout ce que vous voulez, venez à Jacquesville, faire un tour. Parce que du bureau, vous parlez de ville balnéaire, mais il faut venir découvrir. Parce que c'est maintenant, après le pont, que Jacquesville va se révéler dans toute sa splendeur. Nous avons encore quelques difficultés liées aux coupures intempestives de courant, mais les étels se construisent. Et des gens imaginent des choses qu'il n'y avait pas à Jacquesville. Ensuite, on ne se contente pas de construire, mais on met aussi beaucoup d'imagination et de génie dans ce qu'on est en train de faire à Jacquesville. Moi, je vous invite à faire un tour à Jacquesville. D'accord, monsieur le maire. Nous sommes à la fin de notre entretien. Ce fut un plaisir de partager ce temps d'entretien avec vous. Monsieur le maire, quel est votre mot de fin? Vraiment, le plaisir de cet entretien est partagé. J'ai eu affaire à une équipe avec des questions pertinentes, des questions qui m'ont permis de dire des choses sous l'inspiration. J'ai beaucoup parlé du président de la République. Vous comprenez très bien que c'est pour moi un modèle. Et pour Jacquesville, mon ambition reste de donner le meilleur pour que ma ville soit montrée avec la main droite
et que dans quelques années, Jacquesville soit la première destination touristique de Côte d'Ivoire. Et sincèrement, je voudrais dire merci à Radio Alpha Blondy. Merci surtout à Playoff, qui est la lucarne que vous faites pour présenter, montrer ce que certains cadres ou des cadres de ce pays font, qui me donne cette opportunité de me prononcer sur l'actualité de notre pays et qui me donne l'opportunité de parler de Jacquesville où je suis le premier magistrat. C'est une très belle initiative et je vous en remercie. Nous vous en remercions parce que nous serons nombreux à intervenir pour mieux faire connaître ce que nous faisons et nos projets pour nos différentes villes. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire, de nous avoir reçus. Merci aux téléspectateurs. On se prend bientôt.